Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test du Canon RF 35 mm f 1.4. Et oui, premier 1.4 de la gamme Canon, je pense le signe d'une série qui va probablement s'étendre assez rapidement, je pense, dans le futur, parce que aujourd'hui on avait soit des 1.2, soit des 1.8, donc c'est cool de voir que Canon fait le choix de la compacité, puisque un 1.2 ça aurait fait un objectif qui aurait été forcément plus gros. Quand on regarde sa fiche technique à cet objectif-là, un des premiers trucs qu'on voit c'est le VCM, dont on a un peu moins l'habitude dans le nom. 1.4 à 1.16, 11 lamelles. Et donc, moteur autofocus, une combinaison d'un nano USM qu'on connaît bien, qui sont les moteurs les plus rapides de chez Canon, avec un nouveau mécanisme qui s'appelle le VCM. Je vous le traduis rapidement, mais c'est quelque chose qui crée un champ magnétique qui permet d'entraîner les lentilles les plus lourdes qui sont dans cet objectif-là. Moi, l'avantage que j'y vois avant tout, c'est que c'est absolument dénué de bruit. C'est des moteurs où vous n'allez jamais rien entendre. C'est un objectif qui n'est pas stabilisé, 14 éléments répartis en 11 groupes, il est tropicalisé, il accepte des fils d'un diamètre de 67 mm avec la particularité à l'arrière de pouvoir monter un porte-filtre arrière. Donc vous pouvez découper des gélatines comme ici, vous le mettez dans le porte-filtre à l'arrière. À quoi ça sert? J'en ai aucune idée. Sachez que c'est présent, c'est disponible dans la boîte, donc voilà. Vous avez l'info. En termes de compacité, écoutez, on est sur les nouvelles générations d'objectifs 1.4 qui maintenant sont extrêmement compacts et pas très lourds, 555 grammes seulement. Distance de mise au point à partir de 28 cm avec un rapport de grossissement de 0,18, 1899 €. Et vous l'avez vu dans le tableau, Canon avait déjà un 35 mm f1.8 macro qu'il ne faut pas oublier, mais c'était un positionnement plus accessible, entrée de gamme, je dirais, 589 € vs 1900 €. En termes de fiches techniques, on n'a pas du tout la même chose. 9 lamelles, on a des moteurs STM qui sont des moteurs bruyants pour la vidéo et un peu plus lents pour les rafales. Il était stabilisé, par contre il n'était pas tropicalisé cet objectif-là, et la construction était un peu plus plastique, donc beaucoup plus légère. 305 grammes, par contre il avait cette capacité à faire un peu de macro. Donc pour moi c'est deux objectifs extrêmement différents, et vous allez voir dans les tests qu'il n'y a pas photo entre la version haut de gamme et la version plus entrée de gamme, mais cet objectif accessible aujourd'hui, il reste intéressant. Sur le papier, un 35 mm, c'est un objectif à tout faire. Vous pouvez faire du paysage, vous pouvez faire du reportage, vous pouvez faire la photo de rue, vous pouvez faire du portrait. C'est une focale de prédilection pour énormément de gens, et beaucoup de compacts fixes, à objectif fixe, ne jurent que par du 35 mm, qui est vraiment une focale ultra populaire. Un 1.4 en plus, ça vous permet de ne pas monter trop dans les ISO lorsque la lumière vient à manquer, et pouvoir en plus avoir un bokeh. Donc clairement, c'est une optique ultra importante. Alors moi, j'ai testé le piqué sur 45 millions de pixels, donc sur le Canon R5. Au centre, pour moi, on est quasiment maximal à pleine ouverture. On n'a quasiment rien à gagner à fermer un peu. Sur le bord, c'est un peu différent. On n'est pas maximal à pleine ouverture, mais on est déjà très bon. Là, je vous le zoome à 200%, mais on est déjà très bon. On voit par contre que ça s'améliore, et qu'on atteint probablement une absence de vignettage et un piqué maximal en homogène à f4. Et là, maintenant, je me suis mis vraiment au coin. Ici, je suis en bas à gauche. On voit qu'on est bon, mais sans plus, à 1.4. Et il faut vraiment fermer à f4 pour avoir une homogénéité parfaite, même dans les coins. Maintenant, c'est quand je vous le compare au 1.8 qu'on va voir une très nette différence entre les deux. Le 1.8, c'était pas mal, mais sur 45 millions de pixels, quand vous regardez les deux, le 1.8, à pleine ouverture à 1.8, il a l'air presque flou, alors que le 1.4, il est vraiment parfait. Et quand vous allez voir sur les bords, là, c'est pareil. Le panneau qui est ici, je le lis parfaitement sur le 1.4. J'ai beaucoup de mal à le lire sur le 1.8. Donc, clairement, il y a une classe d'écart entre du haut de gamme et du moyen de gamme. Et quand on ferme, là maintenant je suis à 5.6, l'écart se resserre entre les deux, mais le 1.4 reste vraiment supérieur, notamment sur les bords, où le 1.8 arrive jamais à être 100% homogène. Et idem en termes de bokeh, je trouve qu'on retrouve un traitement haut de gamme. Donc là c'est 1.4, là c'est 1.8. Certains diront qu'il n'y a pas grande différence entre les deux, mais on voit quand même une différence. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était la transition du bokeh, en fait, la progressivité dans l'image qui, je trouve, est particulièrement douce. Et idem, en termes de, des fois, souvent, dans du culinaire notamment, on va retrouver comme du color cast, en fait, autour du bokeh. Ici, ça reste absolument propre, et c'est une optique avec laquelle on va pouvoir travailler, notamment dans des conditions de lumière parfois un peu difficiles. Bon, on s'en doute, mais en termes autofocus, avec ces deux moteurs, ce nouveau couple, ça marche très bien. Et ça marche très bien jusqu'à la dernière photo. Vous voyez? Ici, je suis sur un Canon R6, donc 30 images par seconde en obturateur électronique ici.
Il n'y a pas une seule photo floue. Des fois, je vous le dis sur certains objectifs que je vous teste, je vous dis, ah, à partir d'un certain moment, j'y arrive plus. Regardez ici. Elle passe vraiment à quelques centimètres de l'objectif et c'est toujours net. Et j'ai pas une seule photo nette ici dans cette rafale-là. On sent que c'est un objectif qui est prêt pour les prochaines générations de boîtiers. Clairement, on sent qu'il, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver les limites. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que Canon n'a pas sponsorisé cette vidéo, l'a pas vue avant, ni n'a donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail en achetant votre matériel chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Moi, ça me permet de toucher une petite commission et ça soutient mon indépendance. Un grand merci à tous ceux qui m'aident. Donc on le voit, hein, des performances en photo qui sont haut de gamme. Il y a quand même quelque chose dont il faut qu'on parle en termes d'ergonomie qui m'a surpris. Donc on est sur un objectif compact où tout y est. On a la bague d'ouverture, le bouton AFMF, le bouton personnalisable, un bouton iris qui permet de protéger la position automatique pour pas qu'on la change sans s'en rendre compte, une bague électronique qui tourne à l'infini, une bague de commande qui est programmable, vraiment tout y est. Par contre, Canon a fait le choix, étonnant, de reprendre l'ergonomie du 24-105Z qui est disposé d'une bague d'ouverture qui, n'est pas cliquable. Ça, je trouve ça étonnant de ne pas avoir un petit switch click on-off qui permet de bien sentir l'écran si on a envie de sentir l'écran. Ici, c'est pas possible. Cette bague, elle est 100% fluide. Et l'autre truc, c'est que cette bague, elle est désactivée quand vous êtes en photo. Ça veut dire qu'en fait, vous avez deux ergonomies. Et parfois, sur le terrain, je me suis gratté un peu la tête. Je suis en vidéo, j'utilise ma bague d'ouverture, pas de problème. Je passe en photo, il faut que je pense que je dois plus utiliser la bague d'ouverture, mais que je dois utiliser la molette. Donc, c'est pas très grave. On y arrive sur le terrain. Mais quand même, le fait d'avoir deux ergonomies selon si vous êtes en photo ou en vidéo, c'est un peu étonnant. Moi, j'ai tendance à penser que ça peut évoluer via des mises à jour. Canon avait déjà dit ça lors du 24-105, lorsqu'on en avait parlé dans le podcast. Peut-être que sur les futurs boîtiers, ou peut-être qu'on va avoir des mises à jour, même pour le R6 Mark II ou le R5, j'en sais rien du tout. Mais je pense que ces bagues-là, ils ne peuvent pas les laisser uniquement en vidéo. Il faut ouvrir aussi la possibilité en photo de les utiliser, même si j'espère qu'à l'avenir, ils mettront un petit switch on-off. Et du coup, vous vous en doutez, c'est un produit qui est 100% aussi pensé pour la vidéo. Et sur le terrain, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on se régale avec des moteurs autofocus qui sont 100% silencieux et que je n'ai jamais entendu. Et là encore, en termes autofocus, j'ai absolument rien à dire, hein. J'ai jamais vu de pompage. Et même sur les sujets les plus rapides, filmés à 1.4, comme c'est le cas ici, il n'y a rien à dire. C'est un autofocus parmi les meilleurs autofocus sur le marché. Et Canon, ils savent faire. Donc, il n'y a pas de question à se poser, je pense, en termes autofocus. En termes de focus breathing, il a été très largement réduit par rapport au f1.8. Là aussi, en termes pour les vidéastes, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable à utiliser. Ça respire à peine. En termes de résistance au flair et à la perte de contraste, là aussi, on voit nettement la différence par rapport à un 1.8 qui va très rapidement perdre le contraste. Ici, on a une bonne, je trouve, résistance au contraste, très clairement, et une bonne résistance au flair. Oui, on peut trouver un tout petit peu de flair par moment, mais franchement, c'est ultra réduit. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est la capacité à produire un soleil en étoile qui est absolument sublime. Ça, je trouve que c'est vraiment une des marques des objectifs Canon. On a toujours un soleil en étoile qui est particulièrement meilleur qu'ailleurs. Et encore une fois, c'est le cas. Et c'est pas toujours facile à voir en vidéo, mais la manière de transitionner d'un point de focus à un autre est tellement fluide et on sent pas du tout les petits pas comme on peut avoir sur le moteur STM où on a l'impression que ça fait tac, 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 tac. Ici, c'est ultra fluide. Après, en termes de défaut optique, on n'est pas sur un objectif qui est parfait. Je trouve notamment qu'il y a pas mal de vignettage. Alors, il disparaît à partir de f2.8, mais il faudra clairement déboucher à pleine ouverture. C'est pas très grave, ça se corrige facilement, mais c'est présent. Et autre défaut optique qui m'a surpris, c'est la distorsion. Quand j'ai vu cet horizon-là, j'ai compris qu'il y allait avoir de la distorsion. Et c'est vrai que la distorsion, elle est assez élevée. Alors c'est vrai que c'est moche à regarder comme ça. Mais pour rappel, souvent, on ne la voit pas la distorsion. On ne la voit pas dans les JPEG et dans les RAW, on a les profils de correction. Et le fait est que on s'aperçoit que ça ne dégrade pas le piqué en fait d'avoir de la distorsion. Et je vois de plus en plus de constructeurs qui acceptent de la distorsion dans l'objectif pour avoir de la compacité et qui parie sur le fait que ça sera corrigé sans perte de piqué, parce que quand on regarde le piqué ici, par exemple sur ce rocher-là, il est top malgré la correction de la distorsion. Donc peut-être que c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. En termes d'aberration chromatique, je suis arrivé aussi à en trouver. Alors je dirais que c'est un niveau moyen d'aberration chromatique, c'est pas du tout dramatique ou un problème, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'en voir. Et tout à l'heure, je vous parlais de la résistance à la perte de contraste. Ici, on le voit bien face au 1.8 dans cette photo-là. Le 1.4, aucun problème. Le 1.8, ici, a eu des soucis et on voit que la lumière du soleil a envahi un peu toute la photo et ça a fait perdre du contraste et du détail partout.
Et je boude pas mon plaisir sur le soleil en étoile parce que franchement, il est absolument sublime. C'est un des plus beaux soleils en étoile qu'on peut trouver, je trouve, sur les objectifs. En tout cas, que ça soit en photo ou en vidéo, c'est clairement le meilleur 35 mm aujourd'hui disponible sur la monture Canon. ipln.fr, code créateur Damien, salut.